C'est bon? C'est parti? Allez. Donc ce soir, on va parler des fractures articulaires du calcanéum. L'objectif de ce cours va être de savoir analyser une fracture articulaire du calcanéum, de comprendre le déplacement des fragments, qui est un point clé pour traiter ces fractures, et enfin connaître les grands principes du traitement chirurgical de ces fractures du calcanéum. Donc, on va suivre un plan. D'abord, quelques rappels anatomiques et biomécaniques, un peu d'historique. On va parler un peu plus longuement des classifications, ensuite des principes de prise en charge et enfin un peu de technique chirurgicale. Donc, rappel anatomique et biomécanique. L'anatomie du calcanéum. Le calcanéum est l'os talonnier qui s'articule avec l'articulation sous-talienne et la calcanéo-cuboïdienne. On compte trois faces articulaires. La face articulaire postérieure, le thalamus, qui est la plus importante et celle qui va nous intéresser ce soir. Il y a également une surface articulaire moyenne qui s'articule au niveau du sustentaculum thalli. Et enfin, une surface articulaire antérieure. Le calcanéum est relié au thallus via un système capsulo-ligamentaire relativement développé. Donc, l'anatomie de cette articulation sous-talienne. L'articulation sous-talienne au sens large permet à votre pied de réaliser des mouvements d'éversion et d'inversion selon l'axe de Henke qu'on voit matérialisé par cette ligne oblique. Certains auteurs ont comparé l'articulation sous-talienne à l'articulation coxofémorale avec un concept qu'on nomme la coxapédis. Cette coxapédis, on voit sur les schémas en bas à droite l'articulation de la hanche. On a la tête fémorale qui vient réaliser des mouvements de rotation à l'intérieur du cotyle. Finalement, au niveau de la coxapédis, c'est l'inverse. On va avoir le pied qui va réaliser des mouvements de rotation autour de la tête du talus. Donc, on a vraiment ce concept de pied qui va tourner en dessous du talus pour réaliser l'inversion et l'éversion. D'un point de vue biomécanique, Pisani a développé le concept d'un pied calcanéen et d'un pied thalien qu'on voit matérialisé sur le schéma à gauche. En fait, qu'est-ce qui se passe? Lors de l'appui, on va avoir une phase de premier pivot et de deuxième pivot. Votre pied commence l'appui par un appui talligrade, puis vous allez avoir toute la bande externe du pied qui va dérouler et votre pied va repartir sur le premier rayon pour faire la phase de propulsion. Donc, votre pied en phase d'appui, c'est ce qu'on va appeler le pied calcanéen, qui doit être un pied relativement solide et verrouillé pour réaliser cette phase d'appui. Donc, vous avez votre pied qui se met en position d'inversion, qui va venir donc frapper le sol en inversion, puis petit à petit va se créer un mécanisme de déverrouillage du pied qui va petit à petit passer sur le versant de l'éversion pour arriver sur le gros orteil et réaliser la dernière phase du pas qui est la propulsion. En quoi c'est important cette biomécanique de la sous-talienne? C'est que ces mouvements de rotation, enfin d'éversion et d'inversion de votre pied autour de cet axe de Henke va moduler toutes les rotations de votre membre pelvien au-dessus. En fonction de la position d'éversion et d'inversion de votre pied, va se jouer au niveau du segment jambier de la rotation interne ou externe, et de la même façon au niveau de la hanche, de la rotation interne ou externe. Et finalement, tous les mécanorécepteurs situés dans l'articulation sous-talienne vont renvoyer ce message et donc permettre une adaptation du membre pelvien. Donc un peu d'historique, parce qu'à Toulouse, il y a une longue histoire du calcanéum, notamment au travers de Guy Utesa. Donc l'histoire toulousaine commence il y a environ 35 ans, avec plus de 700 fractures du calcanéum opérées, des vues péropératoires qui ont permis de comprendre l'anatomopathologie de ces fractures, puis le développement des tomographies, de comprendre le déplacement élémentaire des fragments, ce qui est vraiment un point clé, on y reviendra un petit peu plus loin. Les coupes scanners ont permis l'analyse des traits de fracture et tout cela a permis de mettre au point la classification du TESA qui va permettre de décrire différents types de fractures. De cette classification ont été tirés les principes du vissage, qui était la technique historique à Toulouse de prise en charge des fractures du calcanéum, puis qui a dérivé sur le concept même du calcaneil, dont on reparlera également un petit peu plus loin. Donc ici, quelques images pour vous montrer les différentes personnes qui ont
beaucoup travaillé sur le calcanéum au travers d'articles, de thèses et de différents mémoires. Donc, les classifications, on va voir quelques prérequis, les classifications en tant que telles et l'intérêt thérapeutique que peuvent nous apporter ces classifications pour prendre en charge ces fractures. Donc, le prérequis, c'est bien sûr les mesures angulaires. Les mesures angulaires, notamment l'angle de Böhler, est un angle important qui va nous permettre d'évaluer la restauration de la hauteur calcanéenne. Cet angle de Böhler part de l'apex antérieur du calcanéum, rejoint le sommet de la surface thalamique postérieure et la grosse tubérosité, et il est aux alentours de 25 à 40 degrés. L'angle de Gisan, ce qu'on appelle également le critical angle, lui est constitué de la pente descendante de la surface articulaire postérieure avec la phase ascendante du calcanéum. En avant, il est de 120 à 145 degrés. D'autres mesures angulaires plus récentes sur lesquelles Mario Golzac avait travaillé et qu'on a repris au sein du service, ce qu'on va appeler les hauteurs calcanéennes et surtout le calcul d'un index de hauteur calcanéen qui va permettre d'évaluer en pré- et post-opératoire la restauration de la hauteur calcanéenne, qui est un critère important de bons résultats. Également, un élément important pour comprendre les classifications et pour comprendre les fractures, c'est le trait fondamental ou trait de Palmer. Donc, il a été décrit dans les années 48 par Palmer et il correspond, ce trait de fracture, à la fracture séparation initiale qui le but d'une classification, c'est de comprendre les fractures. Et la classification va devoir répondre à différents critères de bonne qualité, de comprendre la position des traits de fracture, de comprendre les déplacements des fragments, d'évaluer la gravité de ces fractures, de choisir la meilleure technique dans le cas précis de votre patient, orthopédique, fonctionnelle ou chirurgicale, et enfin de pouvoir évaluer les résultats. Donc, une des premières classifications décrites en 1963 l'a été par Duparc et Ficat. Cette classification était intéressante puisqu'elle distinguait déjà des fractures articulaires des fractures extra-articulaires. Elle avait également l'avantage de décrire différents types de fractures, notamment les fractures séparation, les fractures enfoncement-compression et les fractures complexes. Quelques points négatifs de cette classification, c'était la position des traits de fracture qui était relativement mal décrite ou en tout cas mal connue à l'époque. Elle ne parlait absolument pas du déplacement des différents fragments. Elle évalue la gravité des formes extra-articulaires jusqu'aux formes les plus comminutives. Elle ne permettait pas de choisir la technique chirurgicale la plus adaptée, ni d'évaluer les résultats, mais elle avait l'avantage d'être simple. Une classification qui, à mon sens, je la mets pour la description aujourd'hui, mais qui n'a pas d'intérêt réellement dans les fractures du calcanéum, c'est la classification selon le modèle de Lao, qui n'est pas du tout adapté à ce type de fracture, qui décrit des formes qu'on peut être amené à retrouver, voire pas retrouver. Il y a également des formes qui ne sont pas décrites. Elle est complexe, elle n'évalue pas le déplacement des fragments, elle ne permet pas de choisir la technique chirurgicale la plus adaptée. Dans les années 93, Sanders a décrit lui aussi une classification intéressante qui permet de positionner le trait de fracture, voire les traits de fracture de médial à latéral. Elle a également l'avantage d'être assez reproductible. Elle permet de voir les formes simples avec un seul trait de fracture, les formes à deux traits et également les formes plus comminutives à trois traits de fracture. C'est aujourd'hui la classification qui est la plus retrouvée dans la littérature sur le sujet. La classification du TESA, elle est intéressante puisqu'elle a permis de comprendre le déplacement des fragments. Pour comprendre le déplacement des fragments, on va raisonner sur les schémas de droite. Tout va partir de la position de votre trait fondamental qui va permettre de comprendre ensuite quels fragments sont détachés et comment ils vont se déplacer. Donc, sur le premier schéma à gauche, on voit que notre trait de Palmer matérialisé en rouge est médial. Donc, on a un trait de fracture médial, il va détacher un fragment latéral,
qui est matérialisé par la flèche. L'image centrale, votre trait de Palmer en bleu est latéral. Il va donc détacher un gros fragment médial. Et dans le cas d'une fracture où on a un trait qui va passer par le centre de la surface articulaire, on va détacher deux fragments, un fragment médial et un fragment latéral. Ce fragment articulaire, ce qu'il faut retenir et qui est un des points clés au jour d'aujourd'hui, c'est que les fragments se déplacent toujours de la même façon. Le déplacement, il est identique. Tous les fragments médiaux vont s'enfoncer et s'horizontaliser. Les fragments latéraux, eux, vont se verticaliser et roter. Donc, si on reprend notre schéma initial, on a en haut à gauche donc, un trait de fracture médiale qui détache un fragment latéral. Le fragment latéral se verticalise, on va avoir une fracture de forme verticale. Lorsque le trait de fracture est latéral, on va détacher un gros fragment médial et le fragment médial s'enfonce et donc on va avoir une forme horizontale. Et dans le cas où on va avoir un trait de fracture central, on va détacher un fragment latéral et un fragment médial. Le fragment médial va s'enfoncer et le fragment latéral va se verticaliser. Tout ceci permet d'arriver à la classification du TESA. Donc, on a une classification relativement simple en trois formes qui permet de comprendre où se positionne le trait de fracture, comment se déplacent les fragments. C'est ce qu'on voit donc. Sur la forme en haut à gauche, le trait de Palmer est médial. On va détacher un fragment latéral et on va avoir une verticalisation de la surface articulaire soutalienne que l'on visualise bien sur la radiographie en dessous. Dans le cas d'une fracture mixte, le trait est central. On détache deux fragments. On a un premier fragment qui s'enfonce, le fragment médial, et le fragment latéral va lui se verticaliser. Et enfin, dans la forme horizontale, votre trait de fracture est latéral et on a donc le gros pavé médial qui s'enfonce, ce qui est bien visible également sur la radiographie en dessous. Donc, cette classification est relativement complète, va permettre d'analyser le trait de fracture principal, les déplacements des fragments, et tout cela aura un intérêt dans la thérapeutique avec comment est-ce qu'on va réduire les fragments et quelle ostéosynthèse on peut mettre en place. Donc, sur la réduction fracturaire, dans ces fractures, il y a toujours une ascension de la tubérosité. Donc, il va falloir toujours rabaisser la grosse tubérosité pour restaurer la hauteur calcanéenne. Les fragments médial et latéral vont devoir également être réduits. Le fragment médial va être relevé puisqu'il s'est simplement horizontalisé, alors que le fragment latéral, lui, s'est verticalisé et a roté. Il va falloir donc le réorienter complètement pour restaurer l'intégrité de la surface soutalienne postérieure. Pour aller plus loin, on peut rajouter à cette classification assez simple différents degrés de complexité. Le nombre de traits de fracture qui peut augmenter. On peut avoir un trait principal et des traits accessoires. C'est notamment le cas des fractures verticales. On peut avoir des fractures horizontales. On peut avoir une fracture horizontale à un seul trait de fracture ou des fractures horizontales à deux traits. On peut également visualiser sur ces classifications des formes dites propagées ou des formes inscrites, c'est-à-dire que votre trait de fracture principale peut se circonscrire au niveau de l'articulation soutalienne ou se propager jusqu'à la grosse tubérosité. Quelques points un petit peu essentiels dans les fractures mixtes notamment, c'est ce qu'on appelle le double contour. On le voit très bien matérialisé sur cette radiographie avec un fragment qui est verticalisé ici, qui correspond à votre fragment latéral, et un fragment médial qui, lui, est horizontalisé. C'est ce qu'on nomme le double contour. Et dans notre service, Bruno Chaminade avait écrit sa thèse dessus, sur l'analyse d'un double angle de Böhler. Finalement, vous avez deux orientations des surfaces articulaires postérieures. Vous avez donc un double critère de réduction articulaire à obtenir et donc une double mesure de l'angle de Böhler. La comminution thalamique, elle est évidemment facteur pronostic indiscutable du résultat. Elle va amener également des difficultés lors de la réduction de la fracture.
On peut voir sur cette modélisation 3D d'un calcanéum fracturé une forme mixte, puisque le trait principal passe au centre de la surface thalamique postérieure. Elle est à deux traits, puisqu'on a un trait qui passe au niveau du sustentaculum thalli, et il existe également un refend de la surface articulaire centrale, donc une forme comminutive. C'est une fracture qu'on pourrait classer mixte, propagée, à deux traits comminutifs. Donc, les facteurs pronostiques de bons résultats de ces fractures du calcanéum, ça va être bien sûr la réduction de ce fameux double contour dans les fractures mixtes, qui restent quand même les fractures les plus fréquentes, la correction de l'angle de Bohler médial, qui est retrouvé comme facteur prédictif d'un bon résultat, la restauration de la hauteur calcanéenne, qui est essentielle à la bonne répartition des contraintes articulaires sur la soutalienne postérieure, et bien sûr la comminution articulaire qui va péjorer le pronostic articulaire de votre fracture, même si vous obtenez une bonne réduction. Donc, on va s'intéresser maintenant aux principes de prise en charge et notamment les techniques chirurgicales. Donc, le préalable, un petit rappel sur les radiographies et le bilan radiographique qui doit être réalisé pour prendre en charge correctement ces patients. Spécifique au calcanéum, on va avoir donc le profil calcanéen, le cliché rétrotibial et enfin le cliché de Broden qui correspond à une rotation interne du pied à 30 degrés et qui permet de dégager l'articulation soutalienne et d'observer les différents fragments articulaires, l'état de votre soutalienne, s'il y a un seul trait, deux traits, de la comminution, etc. On pourrait aussi se dire que le profil suffit. Et comme on voit ici sur ces trois radios, je vais vous montrer qu'on peut très bien, sur un cliché radiographique standard, connaître le type de fracture, la position de votre trait fondamental et le déplacement des fragments de par la classification du TESA. Sur la radiographie du haut, on voit notre surface articulaire ici qui est verticalisée. Nous avons donc une forme de fracture que l'on nomme verticale. Si elle est verticale, c'est qu'on a un fragment latéral qui s'est verticalisé, que donc votre trait principal est médial. Le cas en bas à gauche ici, on voit un double contour, le fameux double contour avec une partie verticale et une partie horizontale. On est donc dans le cadre d'une forme mixte. Votre trait de fracture est central et vous avez le fragment latéral qui s'est verticalisé, le fragment horizontal qui s'est enfoncé. Et enfin, dans le cas de la dernière forme, on a une horizontalisation de la surface articulaire. On a donc une forme horizontale. Vous savez que votre trait de fracture est latéral et que votre pavé médial s'est enfoncé. Bien sûr, le scanner me paraît indispensable dans le bilan radiographique de ces fractures, afin notamment d'évaluer la comminution articulaire. Ça permet de confirmer les éléments radiographiques de déplacement des fragments et de positionnement des traits de fracture. La reconstruction 3D, là aussi, va nous apporter un plus indéniable, si ce n'est qu'il faut bien sûr réaliser une soustraction péricalcanéenne et notamment une soustraction thalienne si on veut pouvoir interpréter la surface articulaire. Sinon, on a de jolies reconstructions 3D du pied et dont on ne peut pas tirer grand-chose. La période préopératoire, donc le délai opératoire, il est variable en fonction des opérateurs et des auteurs. Il peut être rapide ou différé, une fois qu'on a passé l'orage inflammatoire et la souffrance cutanée. Il faut avoir en tête quand même qu'une dizaine de pourcents de ces patients vont développer un syndrome de loge du pied. Alors, est-ce qu'il faut prendre les pressions en systématique, réaliser des aponébrotomies? Je n'ai pas la réponse au jour d'aujourd'hui à vous apporter. Ne pas surélever le pied plus haut que le cœur, ça c'est un principe. On a toujours tendance à vouloir surélever le membre inférieur pour le faire dégonfler. Il faut surtout le mettre au niveau du cœur pour maintenir une perfusion des tissus correcte, pour éviter l'ischémie et limiter la souffrance cutanée et notamment l'apparition de ces fameuses flictères. L'installation, deux types d'installations sont possibles. L'installation décubitus latéral, qui est la plus classique et la plus simple pour traiter une fracture d'un seul côté. Le décubitus ventral peut avoir l'avantage de traiter les deux fractures dans le même temps opératoire avec une seule installation.
Ce qui est important, en tout cas, avant de débuter votre intervention, c'est de vérifier avec le manipulateur radio que vous êtes capable de réaliser le cliché rétrotibial, le cliché de profil et le cliché de Brodel. Les voies d'abord, se réalisent généralement sur la face latérale du calcanéum. Deux grandes voies d'abord possibles, la voie latérale et la voie au niveau du sinus du tarse. Il faut bien noter qu'on a des rapports nerveux à ce niveau-là assez étroits, avec notamment le nerf sural et un petit peu plus en avant le nerf fibulaire superficiel. Donc la voie latérale étendue, voie de Grammont, c'est la voie la meilleure pour permettre l'exposition articulaire et l'exposition de la face latérale du calcanéum. C'est une grande voie d'abord qui s'effectue généralement en implant de dissection jusqu'à l'os pour éviter le décollement des tissus sous-cutanés. Et comme vous le voyez sur les représentations schématiques en haut à droite, c'est une zone faiblement vascularisée avec une vascularisation terminale où il peut y avoir des soucis de nécrose cutanée post-chirurgicale. D'autres voies d'abord assez largement utilisées qui ont été regroupées dans les formes mini-invasives avec des abords plus petits maintenant, c'est la voie de Palmer, la voie du sinus du tarse, qui a été réduite maintenant sur des voies mini-invasives qui permet un jour articulaire satisfaisant pour permettre la réduction articulaire, qui par contre ne permet pas l'accès facilité sur la face latérale du calcanéum. Les principes de réduction. Il va y avoir deux phases, la restauration globale et la restauration articulaire. La restauration globale va commencer par l'abaissement de la grosse tubérosité. Il va falloir restaurer votre hauteur calcanéenne, corriger le varus de l'arrière-pied. Dans toutes ces fractures, on va avoir un varus de l'arrière-pied qu'il est indispensable de corriger et maintenir cette correction. Une fois qu'on a réduit la forme globale du calcanéum, on va s'intéresser à la surface articulaire. En mobilisant les différents fragments articulaires identifiés, on va relever le fragment médial, déroter le fragment latéral et stabiliser l'épiphyse. Un petit artifice que Patrick Cronier nous avait montré et qui est intéressant dans certaines formes comminutives, le fait de pouvoir utiliser cet artifice de la broche perdue pour venir stabiliser un fragment de comminution intermédiaire en fragilisant la broche au préalable et en l'enfouissant dans le foyer de fracture. Une fois que vous aurez réalisé votre ostéosynthèse, ou en tout cas que vous aurez réalisé la stabilisation avant l'ostéosynthèse définitive, il est indispensable de vérifier la bonne réduction, et ça passe par la réalisation des différents clichés radiographiques de profil, le cliché rétrotibial et l'incidence de Broden pour évaluer la restauration globale et articulaire de votre fracture. Certains auteurs ont également décrit des vérifications de la réduction arthroscopique. Alors, tout arthroscopique, ça va s'adresser plutôt aux formes simples qui vont être réduites par des techniques percutanées. Il est également possible de passer un arthroscope dans l'interligne articulaire si on réalise une voie mini-invasive et qu'on n'a pas un bon jour articulaire pour venir vérifier l'état de réduction de nos fragments articulaires. On va s'intéresser maintenant aux techniques chirurgicales et aux méthodes d'ostéosynthèse. Donc, les techniques chirurgicales, à Toulouse, classiquement, on utilisait le vissage. C'est un système qui est peu rigide, qui était basé sur les concepts biomécaniques et de la classification du TESA pour obtenir un bon positionnement des vis, qui permettait une restauration anatomique, mais avec certaines limites, notamment dans l'os porotique ou dans les fractures assez comminutives. Les techniques chirurgicales percutanées, donc qui utilisent elles aussi des vis, sont relativement difficiles, s'adressent plutôt aux fractures simples, on va dire, pas plus d'un trait de fracture, parce que sinon on va avoir du mal par des techniques percutanées à venir réduire nos fractures. L'avantage de ces techniques percutanées, c'est de limiter les complications cutanées. Ensuite, toutes sortes de plaques existent pour réaliser l'ostéosynthèse de ces fractures du calcanéum, l'utilisation de plaques de reconstruction, de plaques anatomiques verrouillées, non verrouillées.
qui sont des techniques tout à fait valables, mais qui exposent quand même à des risques cutanés de matériel sous la peau et d'infection du site opératoire. D'autres techniques un petit peu plus anecdotiques, la kyphoplastie, ça a été décrit par l'équipe de Nouméa, qui consiste à relever et cimenter via un ballonnet de kyphoplastie vos fractures du calcanéum avec une réduction articulaire qui est mal maîtrisée par la technique, qui peut nécessiter un vissage complémentaire et qui repose surtout sur le remodelage articulaire et la restauration de la hauteur globale de votre calcanéum. Enfin, le calcanel qui dérive un petit peu des travaux du service de Rangueil avec une approche originale qui est mini-invasive mais qui est postérieure par le talon. Cette technique permet de restaurer la hauteur calcanéenne, de corriger le varus par un système de distraction ligamentotaxis. On va créer une chambre de travail sous les fragments articulaires. On va réaliser ensuite une réduction intrafocale et stabiliser l'ensemble une fois la réduction effectuée par un clou verrouillé. Je vous montre ici un résumé de la technique, donc par des scopies. Ici, on voit donc notre calcanéum. On vient mettre notre première broche à olive dans l'axe du calcanéum. On va ensuite mettre une première broche de distraction perpendiculaire à cette broche calcanéenne. On vient ensuite positionner une deuxième broche de distraction perpendiculaire à l'axe de jambe au niveau du talus. On va utiliser un distracteur de Caspar qui permet la distraction. On met en place une tréfine où on va venir créer la chambre de travail qui va s'arrêter juste sous les fragments articulaires. Puis, à l'aide d'un système de spatule dédié, venir réduire nos fragments. Alors, dans le cadre d'une fracture mixte comme ici, on va relever le fragment médial, puis réhorizontaliser, enfin déroter le fragment latéral. Donc, ça se réalise relativement bien sous contrôle scopique. Avec ces spatules et un marteau, on va venir donc mouler les fragments articulaires sous le talus pour permettre leur réduction. Une fois que la réduction est satisfaisante, on mesure, on met en place notre clou qu'on va venir verrouiller. Donc, on a un système de verrouillage qui permet de limiter l'abord latéral et on obtient finalement une réduction et une restauration de hauteur calcanéenne tout à fait satisfaisante avec une technique mini-invasive et donc une limitation des complications, notamment cutanées. Enfin, la technique de dernier recours, c'est l'arthrodèse d'emblée. Selon Stools, il existe deux situations qui peuvent mener à cette prise en charge par arthrodèse d'emblée. C'est une fracture articulaire thalamique plurifragmentaire, où il est impossible de reconstruire la surface articulaire, ou alors des fractures comminutives du corps du calcanéum, où on peut être amené à faire ces arthrodèses d'emblée qui sont néanmoins tout à fait difficiles à réaliser en aigu. Le management post-opératoire, si vous réalisez une chirurgie ouverte, on recommande la mise en place d'un redon plus de 48 heures parce que l'hématome est une complication relativement fréquente dans la chirurgie ouverte. Une rééducation précoce est tout à fait indiquée pour mobiliser et venir roder votre surface articulaire. Je préconise une immobilisation stricte sans appui initial, un appui partiel en fonction ensuite de la rigidité de votre montage et éventuellement la mise en place d'une chaussure de décharge de l'avant-pied qui permet une reprise d'appui tout en protégeant le site opératoire qui est encore en phase de consolidation. Les complications, elles sont relativement fréquentes dans la prise en charge des fractures du calcanéum. De nombreux articles parlent des complications. L'hématome post-opératoire, comme on vient de le voir, 6,1% de reprise dans la série de Zwiep. La nécrose des berges cutanées va de 9 à 55% des cas en fonction des séries de la littérature. L'infection du site opératoire est également liée avec des infections du site opératoire profondes dans 0,5 à 5,6% des cas. Déplacement secondaire, nombreuses lésions du nerf sural dans les voies d'abord latérales ouvertes, et enfin le calvicieux, les calvicieux articulaires et les calvicieux corporéaux, qui constituent là aussi des complications plus à long terme relativement difficiles à prendre en charge.
Quelques mots sur notre expérience du Calcaneil. Nous avons réalisé au sein du service une étude prospective pour évaluer la sécurité et les résultats fonctionnels et radiographiques du Calcaneil. Nous avions inclus 102 patients, 107 fractures qui ont bénéficié de cette prise en charge. Nous avions évalué donc la survenue de complications, les résultats fonctionnels au travers du score AUFAS et les objectifs secondaires étaient l'analyse radiographique selon les critères que nous avons vus tout à l'heure et nous avons ensuite corrélé la restauration des paramètres radiographiques aux résultats fonctionnels obtenus. Nous avions inclus des fractures articulaires déplacées, Sanders 2 et 3, et recueilli les données cliniques et radiographiques. Les mesures radiographiques n'ont rien de particulier avec celles que je vous ai expliquées tout à l'heure. Nous avions donc 107 fractures, un recul de 3,27 ans, un âge moyen de patient autour de 45 ans, et les fractures étaient classées majoritairement Sanders 2B et mixtes selon UTESA. Les complications, nous avons dénombré dans notre série 54 cas de Flichten préopératoire, ce qui est relativement important. 3 incidents cicatriciels et 2 infections du site opératoire ayant nécessité reprise chirurgicale, et ceci était retrouvé préférentiellement dans les cas de fractures ouvertes. Le score AUFAS au recul était bon avec un AUFAS moyen de 90 sur 100. L'analyse radiographique post-opératoire a permis de montrer une bonne amélioration des paramètres radiographiques, notamment l'angle de Böhler et les index calcanéens de hauteur. Et lorsqu'on a corrélé la restauration des paramètres radiographiques aux résultats fonctionnels des patients, ce qui est ressorti assez nettement de notre étude, c'est que la restauration de l'index calcanéen de hauteur était corrélée avec le résultat AUFAS. Nous avons également retrouvé une corrélation péjorative. Plus le type était élevé selon la classification de Sanders, moins bon était le score AUFAS, de même dans les fractures ouvertes. Donc, nous avons conclu que le Calcaneil était une méthode fiable et sûre pour traiter ces fractures avec des résultats comparables aux fractures traitées par prise en charge mini-invasive. L'avantage de cette technique, c'est la préservation de la vascularisation de la face latérale du calcanéum, puisqu'on passe par la coque talonnière postérieure et qu'on obtient une correction de l'alignement et de la hauteur calcanéenne relativement simple, même si on n'est pas très rompu à ce type de technique, à ce type de prise en charge. Que dit la littérature sur tous ces sujets? Donc, dans la littérature, j'ai pris les méta-analyses les plus récentes et les plus fournies sur les voies d'abord. On constate qu'il y a moins de complications sur les voies d'abord mini-invasives. Ça paraît évident. Le temps opératoire est également réduit. On n'a cependant pas de différence significative sur l'efficacité thérapeutique entre mini-invasifs ou les voies d'abord conventionnelles. Ce qui est retrouvé dans certaines études, mais pas dans toutes, c'est que la voie conventionnelle permettrait une restauration anatomique radiographique supérieure aux voies mini-invasives. Le meilleur résultat observé dans les techniques mini-invasives, c'est dans les formes assez simples, c'est-à-dire les formes de type Sanders 2. Et bien entendu, la voie d'abord, ce que concluent la plupart des auteurs, doit être adaptée au type de fracture et à l'expérience de chacun. Faut-il opérer les fractures du calcanéum? Autre grand débat, beaucoup d'articles, peu de réponses. Ce n'est pas si tranché que ça, même au jour d'aujourd'hui. La plupart des méta-analyses ou des revues disent que ça dépend principalement de l'expérience du chirurgien et donc de la qualité de la réduction qu'il va obtenir. Opérer une fracture, si on ne connaît pas les grands principes, bien sûr, vous allez avoir de mauvais résultats et donc autant laisser votre patient en traitement orthopédique. Donc, meilleure restauration anatomique en cas de chirurgie par rapport au traitement orthopédique. Les scores fonctionnels dans les séries sont à peu près comparables, ce qui est assez décevant pour ceux qui opèrent des fractures du calcanéum. La capacité de marche et de chaussage est par contre meilleure lorsque les patients sont opérés. On a également moins d'arthrodèse secondaire lorsque les patients sont opérés. On a un retour possible au travail antérieur qui est plus fréquent si les patients ont été opérés. Bien sûr, on s'expose à des complications et toutes les complications qu'on a vues si on opère les patients. Malgré tout, toutes ces études ont des niveaux de preuve relativement faibles.
Quelques mots sur le matériel. Dans la littérature, ce qui est principalement comparé, c'est les vis et les plaques. Il n'y a pas de différence évidente à la fois sur les résultats fonctionnels et radiographiques. Le système rigide paraît plus intéressant dans les cas d'ostéoporose ou de comminution, puisqu'il va permettre de maintenir le montage en place. Ça va bien sûr dépendre là aussi du type de fracture et de la voie d'abord que vous utilisez. Enfin, Mario Golzac insistait beaucoup là-dessus et me l'a bien fait comprendre. Pensez après. L'intérêt de la chirurgie, c'est pas forcément, vous n'allez pas forcément obtenir quelque chose d'extraordinaire sur le coup avec un patient qui ira pas forcément bien, mais il faut penser à après. L'intérêt des techniques mini-invasives, c'est que vous diminuez considérablement les complications post-opératoires. Il faut penser en premier lieu à la restauration anatomique globale. Cette étude publiée dans le Foot and Ankle Surgery en 2017 sur des modèles 3D en éléments finis a permis de mettre en évidence que la restauration de la hauteur et de la largeur calcanéenne, mais surtout de la hauteur calcanéenne, diminuait les pics de contrainte sur la surface articulaire postérieure, améliorer la mobilité de la soutalienne. Donc, globalement, si vous restaurez une anatomie globale correcte, vous diminuez les pressions sur la surface articulaire postérieure et vous limitez le risque d'évolution vers l'arthrose. Bien sûr, la restauration articulaire est importante. Tous ces éléments de restauration anatomique globale et de restauration articulaire vont permettre de limiter l'évolution vers l'arthrose ou en tout cas vers l'arthrose symptomatique. Et un élément important à mon sens, si vous avez un arrière-pied axé, vous aurez des facilités à prendre en charge votre patient au stade de l'arthrodèse. Vous pouvez tout à fait réaliser une arthrodèse sous arthroscopie, par exemple, sans avoir à réaliser des ostéotomies ou des greffes complémentaires. Vous avez un calcanéum de forme correcte. Donc, les messages qu'il faut retenir de cette communication, c'est que la compréhension de ces fractures, elle est difficile. Il faut s'intéresser à la classification du TESA qui permet de comprendre le déplacement des fragments. Si vous comprenez le déplacement des fragments et où se situe le trait principal, vous saurez comment réduire ces fragments pour obtenir un bon résultat. Je pense que la restauration globale est un élément très important, peut-être même plus que la restauration articulaire. Bien sûr, choisissez des techniques plutôt mini-invasives si vous le pouvez. En tout cas, pensez au après. Et enfin, il s'agit bien sûr d'une chirurgie relativement spécialisée, ne pas se lancer dans une fracture du calcanéum si on n'a pas bien compris tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Je vous remercie. Bien, merci. Merci. Voyons, tu pourrais quitter l'écran. Oui. Voilà. Voilà. Eh bien, merci. C'était vraiment clair pour une pathologie compliquée. On a eu un petit gag parce que le réglage de la conférence a été fait de telle manière que tous ceux qui ont été en retard n'ont pas pu s'inscrire et n'ont pas pu assister à la vidéoconférence. Donc, tout cela est rattrapable puisque ça a été filmé et qu'ils pourront voir le film. Donc, je vous rappelle comment on fait pour discuter. Vous cliquez sur le petit micro qui est quelque part sur votre écran et dans l'ordre, nous pourrons vous donner la parole. Moi, j'ai d'abord quelques remarques. Je te remercie vraiment d'avoir pris le flambeau du calcanéum car c'est un flambeau risqué. Monsieur Uteza, qui a été à l'origine de tous ces travaux, est décédé précocement à l'âge de 65 ans. Jean-Alain Colombier, qui a été à l'origine de la classification parce qu'il a été chef de clinique pendant qu'est arrivé le scanner, est décédé à l'âge de 62 ans. Mario Golzac, qui a été un des promoteurs et des concepteurs du calcanéum, est décédé l'année dernière à 52 ans. Donc, tu prends des risques. Il nous reste devant toi, sur le plan expérimental, Chaminade, Touleg, Zographos, qui sont toujours là, et toi. Donc, tu es dans une série à risque. Mais merci d'en faire partie pour relever ces travaux. J'ai juste une remarque sur la classification. Quand tu es rentré dans les formes plus compliquées, tu nous as expliqué que les formes dont le fragment principal était médial parce que le trait était latéral, c'est-à-dire les formes qui s'enfoncent horizontalement peuvent être à deux traits. Et puis tu nous as mis plus vaguement le fait que certaines formes étaient inscrites ou propagées. Mais ce sont les traits latéraux qui peuvent être. C'est le trait médial qui libère un fragment latéral qui peut créer une forme inscrite ou propagée. C'est-à-dire que les fractures verticales peuvent être inscrites
ou propagées. Si elles sont propagées, ça fait la forme qu'on appelle tongue-tied. Ouais. Voilà. Donc moi, j'ai 2 questions à te poser. La première, c'est quelles sont tes indications de traitement orthopédique ou de méthode fonctionnelle s'il y en a? Bah, c'est strictement non déplacé. Globalement, au jour d'aujourd'hui, avec le calcaneil et les risques très très limités de complications, dès qu'un patient va avoir une fracture déplacée articulaire et surtout une désaxation de l'arrière-pied, je pense qu'il faut l'opérer pour remettre ça d'aplomb. Même s'il existe des lésions cutanées très importantes, Alors, une burst fracture, enfin une fracture éclatement qui sort de toute classification, on peut donc, quand même essayer de la réduire. alors les burst fractures, ça reste un challenge pour quelle que soit la technique. C'est difficile, même avec le calcaneil, on n'a pas forcément de tenue. Dans tous les cas, essayer de restaurer globalement l'anatomie, même si on sait que le patient ira vers l'arthrodèse, on aura une arthrodèse plus facile. C'est vraiment le gros avantage de ça. Opérer des calvicieux monstrueux chez des patients qui ont déjà été opérés, c'est très complexe et on va vers la catastrophe pour certains patients qu'on ne peut pas opérer. Donc ça, c'est la réponse à votre deuxième question. Sur le problème cutané initial, les flictènes, principalement, elles sont médiales. Et l'abord postérieur sur la coque talonnière, honnêtement, je n'ai jamais eu de complications sur cet abord postérieur. Les quelques complications qu'on a pu avoir, c'était vraiment sur l'abord des vis latéral. Donc, il n'y a pas de règle. Certains vont différer, attendre de passer l'orage cutané. D'autres vont opérer malgré les flictènes. Je ne pense pas qu'il y ait de prise en charge préférentielle. Il faut surtout être dans de bonnes conditions au bloc opératoire. Donc après, c'est plus une gestion de mettre ces patients au bloc opératoire quand il est possible de le faire dans de bonnes conditions. Parce qu'après, il y a souvent aussi associé les lésions associées, autres rachis. Il peut y avoir des polytraumatisés qui sont également victimes de fractures du calcanéum et qu'on prend en charge souvent en dernier. Le calcaneil, si on le prend plus long, permet de faire une arthrodèse aussi. Oui. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a des indications d'arthrodèse d'emblée? Alors, mon expérience, j'en ai fait quelques-unes. C'est difficile parce que finalement, en mettant le calcaneil arthrodèse, il faut quand même aborder l'articulation pour venir aviver les fragments. On ne peut pas mettre le clou d'arthrodèse en place. Donc, au final, c'est difficile. Les quelques que j'ai fait en aigu se sont tous, n'ont pas tous consolidés et ont dû être repris secondairement. Donc, oui, ça peut avoir l'avantage de restaurer une forme globale tout en sachant qu'il faudra y revenir parce qu'il y a un problème sur la consolidation osseuse à ce moment-là. Il vaut mieux le faire en 2 temps. Je présume que dans nos participants, certains vont défendre les plaques. Moi, j'ai participé au cours de l'AO où sur des os en plastique, on a posé des plaques qui paraissaient pas mal parce que quand on regarde la face latérale du calcanéum, on a fini par la réduire pas trop mal, la hauteur pas mal. Mais ce qui m'a étonné, c'est le devenir des vis en dedans. Elles sont souvent un peu longues et arrivent à un endroit où passent tendons, artères, pédicules vasculaires. Et c'est très difficile de ne pas laisser dépasser des vis. Et donc, c'est un des défauts, à mon avis, de la plaque, parce que ça arrive, ces vis sont trop longues parce qu'on les a mesurées sur un os plus ou moins bien réduit, et qu'en serrant la plaque, cela va diminuer la largeur du calcanéum et augmenter le dépassement des vis. C'est un des défauts que je trouve à la plaque, mais je présume que ça va être discuté. Une dernière question, puis je donne la parole. Ces fractures étant compliquées, est-ce que tu penses qu'il faut les centraliser et les envoyer à un chirurgien qui en a l'habitude, ou est-ce que c'est à la portée de tout chirurgien qui commence? Je pense qu'il y a forcément une courbe d'apprentissage lorsqu'on s'y met, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui doit être centralisé chez des gens qui s'y intéressent, qui ont les connaissances pour pouvoir les traiter correctement et qui peuvent assurer après la prise en charge correcte de ces patients. Donc, si vous avez envie de vous y mettre, on peut s'y mettre. Il y aura forcément une courbe d'apprentissage, mais ça reste une chirurgie assez spécialisée qui est difficile. Les suites ne sont pas toujours simples et je pense que ça s'adresse plutôt à des centres spécialisés. Ou aller voir auprès de quelqu'un qui en a l'habitude, Voilà, et dans quelques cas, on peut se lancer. tout à fait. Bon, maintenant, je vais donner la parole au premier qui nous l'a demandé, donc qui est Chloé. Tu Ok. peux prendre la parole et mettre Oui, ta caméra.
C'est une parfaite présentation. J'ai l'expérience des fractures du calcanéum. C'est donc 3 articulations. Il y a la calcanéo-cuboïdienne, le sustentatalii et la facette postérieure. J'aimerais bien savoir la chronologie des réductions des fractures, parce qu'on n'a pas parlé de la calcanéo-cuboïdienne. Est-ce qu'on peut savoir comment est-ce qu'on approche cet aspect-là, parce qu'il me semble que dans les fractures graves, le calcanéum peut aussi s'enfoncer sur le cuboïde, et là, je crois que c'est une chronologie qui est importante. Tout à fait. Effectivement, la calcanéo-cuboïdienne est assez fréquemment touchée dans les formes graves. J'en aborde peu, rarement. C'est vrai que souvent, en réduisant la forme du calcanéum, on arrive quand même à retrouver quelque chose d'assez congruent, en tout cas d'aspect qui ne donne pas envie d'aller l'opérer. Je n'ai pas d'expérience d'aller ouvrir en systématique les calcanéo-cuboïdiennes. Peut-être qu'il faudrait faire des petits vissages complémentaires pour venir peaufiner la réduction articulaire. J'avoue, je n'ai pas cette expérience-là. Et la surface préthalamique aussi. Monsieur Tézin insistait beaucoup sur le thalamus moyen. Il a fait faire une thèse à Zographos sur le sujet aussi. Moi, j'avoue que oui, bien sûr, oui. Le distracteur qu'on met, c'est très intéressant, j'ai aussi essayé. Ça m'a toujours ennuyé parce que quand on met le distracteur, ça immobilise les fragments et je manque de mobilité. Alors, je l'ai abandonné, je me trouve mieux sans le distracteur. Est-ce que vous l'utilisez très souvent, ce distracteur? Le distracteur de Caspar? Oui, le distracteur entre le talus et oui, systématiquement. Ah. Je l'utilise en systématique. Alors après, il y a vraiment la réflexion de comment on va mobiliser nos fragments pour le positionnement. C'est plus dans le planning préopératoire. Est-ce que je mets ma broche calcanéenne plutôt sur la tubérosité, enfin sur la partie supérieure? Est-ce que je la mets en dessous? Voilà. Quitte à le modifier en péropératoire, c'est-à-dire que je vais positionner mes broches, je vais distracter. La correction du varus, elle est quasi systématique. Mais après, de temps en temps, c'est vrai qu'on a un problème, on n'arrive pas à redonner cette hauteur au calcanéum qu'on souhaite. Et en modifiant le positionnement de la broche, souvent on arrive à le… Puis il y a des formes qui ne s'y prêtent pas non plus. Il y a des formes où on peut faire ce qu'on veut. Et où… Oui, mais le fixateur, il sert à donner la hauteur. Ouais, oui. Une des séquelles principales, c'est la perte de la hauteur qui conduit ensuite à des ostéotomies de l'arrière-pied. Mais c'est aussi corriger ce varus. C'est le plus important. Laisser le varus, c'est embêtant. C'est surtout pour le après, parce que même s'ils sont bien opérés, si vous avez des radios superbes, vos patients ne vont pas tous très bien. Et 6 à 12 mois après l'intervention, ils restent douloureux sur la soutalienne. On est amené à envisager une arthrodèse. Et cette arthrodèse, si vous n'avez pas de varus et une hauteur conservée, on est dans de bonnes conditions pour faire une arthrodèse. On a réalisé une ostéosynthèse par des voies mini-invasives, donc on a presque une page blanche pour commencer. On peut faire une arthrodèse ouverte, une arthrodèse par arthroscopie. Donc c'est quand même le gros avantage de cette technique à mon sens. Bon, là, il faut vous lancer parce que vous êtes quand même 100. Et sur 100, il doit bien y en avoir plusieurs qui ont des questions. Donc, je vais… François. Oui, bonjour. Bonjour. Tu devrais mettre ta caméra, c'est plus sympa de te voir. Bon, je ne suis pas à poil, donc je vais la mettre. Que je sois confiné. Bonjour, je voudrais juste savoir s'il y a encore une place pour l'autogreffe dans ta prise en charge. En aigu? Comment? Alors, en aigu? En aigu, oui, oui. Enfin, en aigu. Alors, même pendant mon internat à Toulouse, je n'ai jamais vu la mise en place de greffe. Nous, c'était pareil à Lyon, mais je voulais savoir si voilà. Donc, vous ne les greffez jamais? Moi, j'en ai jamais greffé, non. D'accord. Il n'y a pas eu d'enfoncement secondaire, de choses comme ça dans ton… Non, avec le calcanéil, ça maintient quand même globalement les fragments. Je n'ai pas eu besoin d'ouvrir et de venir mettre la greffe. On maintient ce qu'on obtient. Alors effectivement, dans certaines formes où le corps est très très comminutif, ça pourrait peut-être apporter un plus. Le calcanéil a quand même l'avantage, lorsqu'on crée la chambre de travail, on récupère une petite carotte osseuse. Souvent, cette carotte osseuse, je ne la remets pas dans le clou, comme c'est décrit dans la technique. Moi, je viens la mettre, effectivement, la greffer sous la surface articulaire. Sur le côté. Par la chambre de travail, je viens la positionner et je viens ensuite mettre mon clou qui appuie cet os en dessous. Et ce calcanéil, pas de nécessité, dans ton expérience, de l'enlever secondairement? Il n'y a pas eu de doute?
de conflit parce que au niveau du talon, quand même, ça fait un trou qui fait combien? 10 millimètres au moins. Alors, l'ostéosynthèse fait 10, oui. Ouais. Donc, il n'y a pas eu de tendinite au niveau ou de troubles Si. d'appui. Bah, sur les premiers, les premiers que j'ai fait, j'ai eu une tendinite du long fléchisseur de l'hallux parce que j'avais une des vis qui dépassait à l'intérieur. Si on règle pas bien, enfin, si on mesure pas bien le clou et qu'on le met un peu trop long, effectivement, ça va dépasser en dessous. La douleur sur la coque talonnière, c'est vrai qu'elle persiste quand même assez longtemps. Que le clou soit, même si le clou est bien mis, c'est un peu comme les arthrodèses quand on passe les vis par là. Ça reste une zone sensible pour les patients, mais je les enlève quand même. Il est difficile à enlever. Je pense Ouais. qu'il faut pas attendre trop longtemps avant de l'enlever, ou alors l'enlever et faire l'arthrodèse par le clou de calcanéi l'arthrodèse. Où D'accord. est le point d'entrée? Dis-moi, où est le point d'entrée exactement? Il est dans l'aponévrose de Lejar ou Non, juste à la jonction? la jonction, un peu plus postérieure. Tout dépend Après, du point d'entrée pour les douleurs aussi. ça dépend un petit peu de l'orientation qu'on veut imprimer au calcanéi. J'ai un de mes collègues qui l'avait horizontalisé complètement parce que la fracture s'y prêtait. Ça va dépendre un petit peu de comment on veut soutenir le fragment articulaire en fait. Et où est-ce qu'on va s'appuyer au niveau du talon. Et il n'y a pas d'ablation de principe, hein, on est d'accord. Non, comme tout. Après, on retombe sur les principes classiques de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. Ça va. Ok, merci. Je pense que les autres, vous n'avez pas de questions parce que… Ah si, Arthur. Bonjour, salut David. J'avais une question. Le délai entre la prise en charge chirurgicale et une arthrodèse secondaire? C'est un fake ça. Je pense que tu n'es pas en blouse et pas aussi propre. Aussi bien coiffé, oui. Oui. Tu veux dire entre la réalisation d'une arthrodèse après ostéosynthèse ou la réalisation d'une arthrodèse si on laisse le patient en traitement orthopédique? Non, l'arthrodèse, si jamais le traitement primaire d'ostéosynthèse n'avait pas bien fonctionné. Bon, je pense qu'il faut quand même se donner au moins 6 mois. Ok. Enfin, ça dépend un petit peu de la symptomatologie du patient, de ta radio, de voir un petit peu les critères qui font que le patient ne va pas bien, quitte à faire un scanner. Si la surface articulaire est très abîmée ou qu'on n'a pas restauré par l'ostéosynthèse ce qu'il faut, je pense qu'il ne faut pas. Souvent, c'est des patients actifs qui ont des métiers, beaucoup de personnes ont des métiers assez physiques. L'arthrodèse, quand même, leur permet une indolence, éventuellement une reprise du travail. Hein. Sinon, c'est des patients qui vont traîner 6 mois, 12 mois, voire plus, et qui reprendront jamais le travail derrière. Et la durée sans appui de décharge Minimum, c'est 4 semaines, je pense. Moi, je fais 4 semaines dans les formes, on va dire, simples, où on a des gros fragments. Le clou, il est assez solide. Et ensuite, je donne l'appui avec une chaussure de décharge de l'arrière-pied. Dans les formes un petit peu plus comminutives, je pense qu'il faut au moins 6 semaines en décharge, quitte à reprendre même l'appui après avec une chaussure de décharge talonnière et à totaliser l'appui progressivement. Mais ce qui est important, c'est surtout de débuter la rééducation précocement, par contre. Mobiliser la soutalienne dès le post-op immédiat. Karim, pose ta question. Oui, bonjour monsieur. Vous m'entendez? Oui, très bien. On t'entend, on ne te voit pas. Non, c'est pas très grave. Bon. J'ai une question dans les traumatismes étagés. Oui. Sur les fractures de Saddle au niveau du talus, il peut y avoir des conflits en postéromédial avec en association des fractures du substentaculum tali. Oui, bien sûr, tu peux avoir, si tout n'est pas réduit, tu peux avoir des conflits qui se créent dans ces traumatismes. Là, on n'est plus dans le cadre des fractures isolées du calcanéum, hein, on va passer dans les traumatismes de l'arrière-pied. Exact. Donc, le podium est assez clair cette année, c'est très bon. Uniquement sur le substentaculum tali, est-ce qu'il y a une marge, je veux dire, une distance entre les fragments qui devrait nous pousser à le synthéser, oui ou non? C'était ça ma question surtout. En médiolatéral? Oui. Globalement, dans le principe du calcanéal que je vous ai énoncé, on part sur un principe de ligamentotaxis. Donc, on va distracter au maximum le calcanéum et ce principe de ligamentotaxis va venir réaligner les fragments. La vis supérieure du calcanéum, idéalement, il faut qu'elle soit orientée vers le sustentaculum tali et justement, en ayant une prise distale de ta vis la plus supérieure, tu vas pouvoir venir le stabiliser et le plaquer, ce fragment. D'accord.
Effectivement, il faut le réduire. Dans tous les cas, il vaut mieux le réduire. Alors, est-ce qu'il faut faire un abord médial pour venir le synthéser en direct? Je ne pense pas. Mais dans le cas du calcaneil, en tout cas, très souvent, on a ce réalignement qui s'effectue via le ligamentotaxis. J'ai une question par écrit de Arnaud Valette, qui est là, il aurait pu parler, mais bon. Merci David pour cette présentation. Dans le cas d'une fracture mixte, le calcaneil dans le foyer ne gêne-t-il pas la consolidation? Est-ce que le clou ne vient pas se mettre entre les deux fragments ou est-ce qu'avant, il faut avoir fait un autre geste? Alors, ce qui est important dans la mise en place du clou, la chambre de travail, il faut l'arrêter assez précocement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller sous le cartilage. On se met sous les fragments. Si vous allez sous le cartilage, vos spatules, quand vous allez réduire, vous allez venir taper le talus. Il faut garder une marge osseuse de 1,5 cm, je pense, sous les fragments, enfin sous l'articulation. Donc, gardez les fragments. Et donc, votre clou, finalement, il soutient les fragments. Le ligamentotaxis réaligne les fragments, les spatules le réorientent et le clou maintient le tout à l'équilibre. Mais le clou n'est pas dans l'articulation, il n'est pas dans le trait de fracture. Tu ne fais jamais une réduction entre le fragment médial et le fragment latéral et une synthèse par vis avant de mettre le calcaneil? Non. Trop compliqué. Ou alors il faut ouvrir et dans ces cas-là, on perd l'avantage de cette technique-là. Et quand tu as ces fractures comminutives où tu nous as expliqué qu'il faut aller réduire le petit fragment médial, tu les abordes alors? Ou tu fais une microscopie? Non, on tolère une incongruence, une petite incongruence articulaire. Hein. Le principe du calcaneil, dans les formes simples, c'est vraiment extraordinaire. Dans les formes où il y a un petit peu de comminution, je pense que même s'ils sont opérés, si tout est parfaitement réduit, la plupart auront quand même une arthrodèse derrière. Donc, je privilégie la restauration globale du pied et quitte à ce qu'il y ait un petit peu d'incongruence, s'il y a un petit fragment au milieu. Je ne vois pas d'autres questions, c'est sûr. Encore, François? j'ai encore une petite précision. Dans le diaporama, tu nous dis qu'on te voit faire une résine, donc, et puis après, la phrase du dessous, c'est rééducation précoce, qui, je pense, est très intéressant. Donc, en fait, tu les immobilises une quinzaine de jours simplement pour la cicatrisation cutanée, puis tu les rééduques ou tu les immobilises beaucoup plus longtemps? En fait, je n'avais pas d'image d'attelle postérieure. Chez nous, on ne fait pas de circulaire, donc je mets une attelle postérieure. Et le patient, je lui dis, il la met pour se déplacer, il la met la nuit et la journée, il bouge son pied. Généralement, je leur fais faire des petits cercles ou de dessiner les lettres de l'alphabet avec le bout du pied pour mobiliser cette soutalienne. Et alors après, il n'y a pas de kiné immédiatement. Mais bon, je leur explique quand même, souvent les kinés, dans ces cas-là, les patients ne peuvent pas se déplacer, ils viennent une fois par semaine à domicile. Donc, j'insiste pas mal sur l'auto-rééducation des patients à ce moment-là. Et l'appui avec la chaussure à appui antérieur, là, commence à 3 semaines et il regarde jusqu'à 2 mois. 4 semaines en général si on a vraiment une forme avec un seul trait de fracture et un gros fragment. Et sinon, ça peut être une bonne transition après les 6 semaines de plâtre pour se remettre un petit peu en charge. Il reste quand même assez douloureux au départ sur la reprise d'appui, surtout au niveau du talon. Et donc, c'est une transition. Ça peut être une transition. Ils ont donc un appui enfin, autorisé libre complet à 3 mois, grosso modo? Globalement, ils sont tous, oui, à peu près. C'est ça. Ok, merci. Chloé, une autre question. Quel est votre prénom? Très rapide parce que… Quel est votre prénom? Kai. Kai. Oui. J'ai bien compris là. Donc, le clou, c'est pas tellement aimé dans les fractures complexes. Donc, c'est les fractures simples et un peu fragmentées, mais c'est pas pour les grosses fractures. Ah si, c'est pour les grosses fractures. Oui, mais donc… vous voulez dire sur la réduction articulaire? D'accord, sur la réduction articulaire. Justement, donc, vient la question suivante, c'est comment est la mobilité de cette soutalienne après l'ostéosynthèse? Est-ce que vous avez des études là pour voir combien elle bouge encore, cette coxapédis? Oui, elle bouge. Elle est enraidie comme après un traumatisme de l'arrière-pied, mais globalement, ça donne des résultats assez comparables aux autres techniques d'ostéosynthèse mini-invasive ou même à ciel ouvert. Hein. Globalement, vous faites des arthrolyses quand vous enlevez le matériel des fois? Non. Non. Non, l'ablation du matériel, on reste vraiment extra-articulaire, tout se fait par le talon. Je ne rajoute pas de gestes supplémentaires d'arthrolyse.
Mais oui, ça s'adresse aux fractures complexes, d'autant plus que la réduction articulaire, lorsqu'on a vraiment plus grand-chose au niveau articulaire, on sait que le patient ira vers l'arthrodèse. Ah, ah. Donc, une préparation à l'arthrodèse quand même. C'est plus dans cette ordre, enfin, on peut le D'accord. voir comme ça dans ces fractures. Plutôt que de s'acharner à avoir une réduction articulaire parfaite où on sait qu'il ira pas bien quand même, on est vraiment sur quelque chose de. Il n'y a pas de complications, il y a très peu d'abords cutanés. On redonne la forme au calcanéum. Voilà. Advienne ce que pourra finalement sur l'articulation. Mhm. D'accord. On vous entend pas, Philippe. D'autres questions? Profitez-en, on s'approche de la fin et vous êtes quand même nombreux. Donc, vous êtes 3 ou 4 à avoir parlé, ça nous fait du 4%. Les chiffres sont faciles, il y a 100 participants. Bonjour, Ah, Corentin Pampo, je suis interne à Marseille. Bonjour. bonjour. Moi, j'avais une question sur le matériel. D'une part, c'est est-ce qu'ils sont gênés par le matériel et est-ce que vous retirez le matériel à distance ou pas? Alors, chez les jeunes, est-ce qu'ils sont gênés? Si on le met bien, normalement, non. Si on a les vis médiales qui dépassent un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure à François Loubignac, on peut avoir des tendinopathies. Moi, j'ai eu un cas de tendinopathie sur le long fléchisseur de l'hallux où ma vis proximale dépassait un peu. Si le clou est trop long et qu'il dépasse au niveau du talon, ben, là aussi, ça crée un conflit. Mais sinon, non, il n'y a pas de gêne plus qu'avec une plaque ou plus qu'avec des vis au niveau du matériel. L'ablation en systématique, je pense qu'on revient sur les critères d'ablation du matériel d'ostéosynthèse assez classiques. Le matériel centromédulaire chez des jeunes, moi j'ai tendance quand même à l'enlever. Chez les patients jeunes, je l'enlève. Il n'est pas facile à enlever, le calcaneil. Il y a des petites astuces à avoir. Je n'aimerais pas avoir à en enlever un dans 10 ans pour pouvoir faire une arthrodèse. Donc, effectivement, je l'enlève. Ouais. Il y a du matériel spécialisé pour l'enlever? Non, non, il n'y a pas de matériel. C'est avec l'ancillaire de pose. Mais il est difficile de. Déjà, il faut absolument mettre le bouchon obturateur. Sinon, c'est très difficile. L'os repousse au niveau du point d'entrée. Donc, on a du mal à retrouver le pas de vis. Et ensuite, il y a des petits artifices. On peut utiliser comment dire, le matériel d'extraction d'un clou de tibia qui s'adapte tout à fait et qui permet de taper avec un diapason pour le sortir, ou alors avec une grosse pincetto de venir mettre la vis dans le clou et de retirer la vis. Donc, quelqu'un qui n'a jamais mis de calcaneil et qui n'a pas le matériel pour le poser pourrait l'enlever. Oui, mais moi j'ai déjà eu 3 coups de téléphone de 3 de mes confrères qui n'en avaient pas posé et qui se sont lancés à les enlever dans d'autres structures et qui m'ont appelé à chaque fois au bloc opératoire savoir comment je faisais. Le patient était sur table et ça faisait 1 heure et demie qu'ils essayaient de l'enlever. Ah. Donc, Donc, il vaut mieux demander à la société qui le fabrique le matériel. je pense qu'il faut, oui, voilà, faut pas hésiter à appeler le laboratoire. Et généralement, les gens qui le posent savent l'enlever, mais c'est vrai que bon, il y a des petites astuces, quoi. Merci D'autres beaucoup. questions? Vous avez d'autres questions? Ou Allez, je vois pas. Si, Nicolas. Nicolas, petite question. Merci beaucoup pour tout. C'est vraiment bien fait. Une petite question. Donc, le timing pour faire le calcaneil, c'est quand? 4-5 jours, une semaine, 10 jours? Globalement, quand vous avez de la place au bloc. On peut, je Ouais. pense, opérer rapidement ces patients. Si c'est un monotraumatisé du calcanéum, Oui, je pense qu'il n'y a pas plus de risque à l'opérer précocement qu'à l'opérer à 15 jours. À 15 jours, vous aurez en plus la difficulté de mobiliser les fragments. Donc, tout à fait. ce n'est pas la peine de passer par une étape de damage control. Je pense, enfin, disons que les flictènes, vraiment, de tout ce que j'ai de ma pratique, les flictènes, la souffrance cutanée, elle est médiale. Le problème, il est vraiment cette souffrance, elle est médiale. Et le calcaneil, il passe par le talon. Le talon, ça cicatrise à tous les coups. Et après, c'est vrai que c'est sur le côté latéral où on vient simplement mettre les broches de distraction et les 2 vis de verrouillage. Donc, au final, ça reste très limité. Et vous avez une expérience pour un fixateur externe, éventuellement avec des vis en percutané? Non, j'ai jamais fait ça, mais je pense que ça peut effectivement avoir sa place. Pourquoi pas de venir mettre une broche transcalcanéenne en distraction
Mais du coup, on Oui. revient un peu sur le principe du calcanél. Du coup. Avec le risque d'infection au niveau des broches. Mais pourquoi pas? Enfin, tout dépend après du projet thérapeutique. Hmm. Si c'est du temporaire, si c'est en définitif, bon, ça se discute. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Antoine Couvreur, tu veux poser une question ou... Allez. Bonjour, je suis interne à Marseille. J'avais une question. Dans le cadre des patients ostéoporotiques, est-ce que vous modifiez quelque chose dans la technique, type adjonction de substituts osseux à travers le calcanél ou une immobilisation supplémentaire, ou est-ce que vous considérez que la tenue est suffisamment forte? Bon, déjà, il y a les sensations opératoires sur la tenue, mais effectivement, les patients ostéoporotiques, on sera beaucoup plus prudent sur la reprise de l'appui, on va la différer. Après, non, on n'utilise pas en routine les substituts osseux ou la greffe ou les BMP ou ce genre de choses. Comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on crée la chambre de travail avec la tréfide, on récupère une petite Une carotte carotte. d'os. Et Ouais. cette carotte d'os, dans la technique, ils disent de la mettre à l'intérieur du clou. Moi, je ne le mets plus du tout à l'intérieur du clou. Je me sers de cette petite carotte d'os pour venir la greffer sous les fragments qu'on vient de réduire. Donc, je viens pousser cet os au fond de ma chambre de travail et ensuite, je viens mettre mon clou en soutien. Ok, ça marche. Merci. D'autres questions? Oui, décidez-vous. Donc, le film, à la fois de la présentation, mais aussi de la discussion, sera disponible dès demain et il est disponible par le même lien de téléchargement qui vous a permis d'être invité. Donc, sur les deux sites où je vous ai permis de télécharger, il suffit d'y aller et vous téléchargez cette conférence et vous pourrez la revoir, la travailler, y réfléchir. Et vous aurez aussi au même endroit le titre de la prochaine conférence et sa date. Et le numéro de la conférence est toujours le même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à chaque fois à avoir une nouvelle invitation. Avec l'invitation que vous avez déjà reçue, vous pourrez vous connecter aux futures conférences. Pas de remords? On vous dit au revoir. Eh bien voilà, nous allons terminer là et je vous remercie d'avoir été si nombreux. Et c'est ma faute si vous ne l'avez pas été plus, parce que j'avais bloqué une croix qui interdisait à tous ceux qui se branchaient après 18 heures de se brancher. Je l'enlèverai la prochaine fois et nous serons plus nombreux. Si vous entendez dire que certains d'entre vous se sont plaints, notamment ceux qui passent le DIU du pied, de ne pas avoir pu se connecter, vous les informez qu'il y a le film disponible. Et deuxième chose, vous vous excusez parce que je n'ai pas pu les prendre. Vous n'avez qu'à pas être en retard. Allez, je vous dis au revoir à tous. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.